Bien, alors du coup, merci. Bonjour à tous. On n'a pas salué tout le monde. On se présente. Philippe Chapeau, à côté de moi. Anthony Moret. On est là pour vous présenter un beau projet sur lequel on travaille depuis un petit moment et qu'on veut partager avec vous parce qu'il vous concerne. Et on va essayer d'échanger ce matin sur tout un tas d'informations. Alors, le modèle, c'est très simple. Si vous avez des questions, vous nous interrompez quand vous voulez. On est là pour échanger. On aurait fait ça en rond si on était un petit peu moins nombreux, mais on est là pour vraiment échanger. Vous êtes des experts, chacun dans votre domaine. Nous, on a tous besoin d'apprendre. Ce qu'on veut vous communiquer ce matin, c'est une impulsion, une motivation et on va dire des moyens qu'on va essayer de mettre en œuvre pour un joli projet sur lequel on veut vous mobiliser. Juste un petit mot, bonjour à tous. On est très heureux de travailler sur ce projet. Anthony et moi travaillons depuis très longtemps et on aura l'occasion de vous en parler peut-être après cette présentation parce qu'on ne va pas faire long dans l'univers des salons, des manifestations et aussi de la presse écrite et digitale. Donc on est très attentif à tout ce qui se passe sur l'électrique depuis un certain temps et moi pour la petite histoire, parce que j'aime bien mettre dans le contexte, quand je suis monté il y a 2 ans dans une voiture 100% électrique, je me suis rendu compte à quel point le futur était déjà là. Et il y a 2 ans, je n'imaginais pas que j'allais organiser un salon de la mobilité électrique, puisque moi je suis plus dans le milieu des médias et de la radio, parce que j'organise le salon de la radio à Paris, et que là, cet univers est passionnant et grisant, et on est très heureux que la mairie la ville du Canet, Côte d'Azur nous sollicite et nous donne cette opportunité de lancer ce salon. Voilà. Donc je vais donner tout de suite, pour rentrer dans le sujet et ne pas être trop long, la parole à Patrick Tambay, qui est conseiller départemental des Alpes-Maritimes, adjoint au sport à la commune du Canet, qui va nous dire un petit mot d'introduction, suivi juste après par Pierre Dumas. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vois que la gente féminine est bien représentée. Je voudrais vous accueillir au nom de Michel Tabarot, qui est notre maire, député, maire. Donc, comme il y a cumul des mandats, elle se concentre sur son rôle de députée. Elle a passé le relais à Yves Pigrenet. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir pour vous présenter ce que nous désirons faire au niveau du Green Deal. Le Green Deal qui est le véhicule électrique par excellence, qui est dans le cœur de Charles-Ange Genesi, mon président. Et c'est avec Pierre Dumas que nous avons imaginé le concept que vous allez tous, je l'espère, soutenir et voir que dans les Alpes-Maritimes, on est très concerné par le développement durable et c'est ici que nous avons l'intention de mettre toutes nos forces dans le système. Alors, je passe la parole à Pierre qui va vous en parler plus longtemps. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de la Palestre. C'est une salle événementielle polyvalente qui accueille aussi bien des concerts que des événements sportifs et bientôt des salons. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et pour tout vous dire, je rêve un peu de ce lancement sur lequel on travaille maintenant depuis plus de 3 ans. Je tiens tout particulièrement à remercier pour leur présence. Monsieur Jean-Paul Faure, vous êtes président de l'AVEM, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est l'association pour l'avenir du véhicule électromobile, et vous êtes le premier site internet d'information sur le véhicule électrique et hybride. Monsieur Gérard Molines, vous êtes le vice-président délégué régional et président départemental des Alpes-Maritimes du CNPA, qui est le Conseil national des professionnels de l'automobile. Monsieur Arnaud Talec, vous êtes le manager du site de Caen pour la société SAP Labs. Je n'oublie pas également et surtout Monsieur Antonio Moret et Philippe Chapeau, des éditions HF, qui travaillent depuis des mois sur le lancement de ce salon.
C'est grâce à vous tous que Électrique Canet est parti pour devenir un bel événement annuel incontournable qui rayonnera sur tout notre département et notre région. Un département des Alpes-Maritimes aujourd'hui représenté par Patrick Tambay, qui a lancé avec l'impulsion de Charles-Ange Ginesi, le président du conseil départemental, le Green Deal, comme tu l'as rappelé Patrick, pour accélérer et placer la question de la transition écologique au cœur de l'action départementale. La région n'est pas en reste car nous avons le soutien de son président Renaud Muselier et de son vice-président en charge des transports, M. Philippe Tavaron. Il faut savoir que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la première de France à avoir mis en service depuis le 1er août 2019 des bus 100% électriques entre Aix-en-Provence, Avignon et Toulon, sans oublier la mise en place de bornes ou l'électrification des navires à quai. Comme vous le savez, 2020 est l'année fatidique pour les constructeurs automobiles qui devront remplir leurs obligations en matière d'émissions de CO2 sous peine de se voir sévèrement sanctionnés par Bruxelles. Parallèlement à ça, les mentalités ont changé et on voit naître de plus en plus une forte demande des utilisateurs pour des véhicules hybrides et électriques. La dernière barrière qu'il reste peut-être pour franchir le cap est le manque d'informations, à la fois à la destination du grand public, mais aussi pour les professionnels, d'où la création d'Électrique Canet. Pour finir, je souhaite vous dire que la ville du Canet défend avec beaucoup d'énergie ce futur projet, qui s'inscrit dans la continuité d'une politique toujours plus écologique et plus responsable. Je pense notamment aux efforts que nous avons déjà accomplis dans ce domaine, avec la création de l'écoquartier de Rocheville, le remplacement de l'éclairage public par des ampoules LED, la gestion centralisée de l'eau, la mise en place de nombreuses bornes de recharge et l'achat de véhicules 100% électriques pour les différents services municipaux. Je vous remercie et je cède la parole à M. Faure. Oui, bonjour, Jean-Paul Faure, donc je suis le président de l'AVEM. L'AVEM, c'est une association qui commence à avoir un petit peu de l'âge, même si par rapport à certains d'entre nous, c'est un âge qui est encore tout à fait raisonnable, puisqu'elle a 21 ans. Et donc, quand elle s'est créée il y a 21 ans, l'idée, c'était plutôt de défendre l'idée qu'un véhicule électrique, ça pouvait marcher. C'était à peu près ça la question à l'époque. Les personnes qui ont créé cela étaient un peu des gens qui étaient visionnaires. Pardon ? Oui, plutôt rouler, voilà, rouler, exactement. Et donc, depuis, évidemment, l'environnement a totalement changé et nous sommes dans une situation aujourd'hui où tout le monde est conscient que les véhicules électriques fonctionnent, qu'on peut s'en servir. Il y a des gens qui contestent la solution, d'autres qui la soutiennent, mais plus personne ne conteste le fait qu'un véhicule électrique fonctionne bien. Alors, le rôle de l'AVEM, eh bien, c'est d'aider à accompagner cette transition. Notre mission principale, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons dans notre pays et dans nos villes. Et on pense que la solution technologique de l'électromobilité est une solution qui peut contribuer grandement à cet objectif. Alors, que faisons-nous ? Nos adhérents, nous sommes une association d'entreprises. Nos adhérents sont des entreprises et en fait, c'est toute la chaîne de valeur de l'électromobilité. Donc, on a des adhérents qui sont, ça commence par des fabricants d'électricité, des producteurs d'électricité comme EDF, jusqu'à l'autre bout de la chaîne, des distributeurs qui vendent des vélos électriques. Donc, il y a des fabricants de bornes, il y a des installateurs de bornes dans les logements collectifs, il y a des constructeurs automobiles, enfin, toute cette chaîne est là. Et c'est ça notre réseau d'adhérents. Après, nous avons une action de communication pour le grand public par le biais d'un site internet qui est un des 2 plus gros sites français de communication sur le sujet, puisque nous avons 8 000 à 10 000 personnes qui se connectent tous les jours sur notre site. Donc, ce qui est beaucoup, puisque notre cible, c'est une niche. Donc, il ne se connectent sur notre site que des gens qui sont intéressés par l'électromobilité. Les amoureux de football ou de vélo, ils ne viennent pas sur le site de l'AVEM. Donc, on a un grand taux de pénétration, ce qui fait que nous sommes partenaires de beaucoup de grands événements et partenaires aussi de beaucoup de grandes entreprises. Dans la conversation tout à l'heure avec monsieur, j'évoquais par exemple EVS 32. Vous n'êtes peut-être pas tous connaisseurs de ce qu'est EVS. EVS est un très grand salon mondial qui est consacré à l'électromobilité et qui a lieu tous les ans et qui change tous les ans de continent. Donc Amérique, Europe, Asie et ça tourne. Donc on avait l'année dernière EVS 32 à Lyon, donc en France. C'était l'édition européenne. Et bien EVS 32 a absolument tenu à ce que l'AVEM soit un des partenaires importants du salon, non pas par la taille de notre association, mais par notre capacité de pénétration dans le grand public et de passer des messages. Après, le fait qu'on ait tout ce réseau d'adhérents entreprises fait que nous sommes quelque part au centre d'un réseau et que nous savons répondre à peu près
toutes les questions et toutes les problématiques, non pas parce que nous avons, nous, la réponse à toutes les questions, mais parce que nous savons toujours où est la réponse à la question. Et donc, nous savons mettre en contact des gens qui ont des métiers différents. On sait, OK, c'est ça votre problème, on connaît des gens qui connaissent bien ce problème, on va vous mettre en contact. Et voilà, c'est ça le rôle de l'AVEM. Nous vivons essentiellement de la cotisation des entreprises qui adhèrent à l'association. Nous avons un bureau permanent à Nice. Nous avons notamment à Nice une secrétaire générale qui est là, Tiffaine Laurent. Tu peux te lever, comme ça tout le monde sait qui tu es. Et nous sommes en train d'ouvrir, ça ouvrira au 1er janvier, nous allons ouvrir un bureau à Aix-en-Provence, de façon à couvrir plus globalement toute la région, puisque Nice, c'est un peu loin de Marseille. Donc on aura un bureau à Aix-en-Provence à partir du 1er janvier. Voilà en quelques mots qui nous sommes. Et s'il y a des questions sur ce qu'on peut faire avec nous, comment on peut utiliser l'AVEM, utiliser ses services, mais ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Parfait, merci. Alors on va ponctuer avant de continuer avec les membres présents à cette table. Juste quelques petits mots d'introduction par rapport à pourquoi ce salon. On va d'abord situer un contexte. Vous êtes tous dans ce milieu, donc on ne va pas reprendre des informations que vous connaissez déjà, mais grosso modo, on me posait la question tout à l'heure, un salon a une vocation principalement économique. Et ensuite, ça a une deuxième vocation, c'est éventuellement que tout un tas d'acteurs économiques mettent dans un pot commun pour faire une opération de communication de grande envergure que chacun ne pourrait pas se payer seul. Donc, il y a un contexte pour ça, c'est-à-dire que, vous le savez mieux que nous, je crois que quasiment tous les constructeurs automobiles, par exemple, ont annoncé des sorties de véhicules pour 2020. Il va forcément y avoir une prise de conscience beaucoup plus importante côté population et tout l'écosystème qui est concerné. Donc on est convaincus, nous, aujourd'hui, et encore une fois, vous le savez mieux que nous, que ça va s'accélérer. Et donc, le contexte, rapidement, avec ces transformations dans les consommations, moi, on me demandait tout à l'heure si j'étais convaincu ou si j'étais opportuniste pour monter ce salon. En fait, c'est un peu les deux. Je suis convaincu parce que j'ai une fille de 17 ans qui me demande tous les jours qu'est-ce qu'on fait pour être plus responsable vis-à-vis de notre planète. Donc, même si je ne voulais pas, elle m'y fait penser un peu tous les jours. Et opportuniste, en fait, il suffit de regarder ce qui se passe, de lire la presse et de s'intéresser à l'économie. Il y a un changement, et même si ce changement, on est peut-être quelques-uns à penser qu'il arrive un peu tard, il arrive, donc il faut le saisir. Par contre, il faut l'accompagner, parce qu'il est quand même assez complexe. Il faut l'accompagner, et on vous expliquera un peu la forme qu'on donne à cet événement, parce qu'on pense qu'il a d'abord un rôle, avant de parler des autres slides, mais un rôle pédagogique. Donc voilà, l'objectif est bien celui-là, et en fait, le contexte nous paraît vraiment très favorable. Et c'est pour ça qu'on est tous, je pense, un peu tous motivés et avons besoin de nous parler au quotidien pour cet événement. Les enjeux. Alors, je disais que ma fille me demandait ce que je fais pour la planète. Mais voilà, les enjeux sont quand même multiples. Et c'est là où c'est un petit peu complexe, c'est-à-dire que tout le monde est un peu concerné. Il y a évidemment l'environnement. Je mettais tout à l'heure l'économie en premier, parce qu'il n'y a pas de changement si l'économie ne s'y retrouve pas. C'est pas possible, ça commence par là. Volonté politique, je pense que c'est assez clair et vous avez une belle représentation aujourd'hui, puisqu'on peut aussi parler de gens de la région sud qui en fait sont ont suivi ce projet. Ils ne pourraient pas forcément être là aujourd'hui, mais c'est très important et ils vont nous accompagner sur le projet. Il y a des problématiques de santé, très claires. Philippe est de Brive et moi je suis de Paris. Franchement, ça fait déjà un petit moment que je rêve de partir de la région parisienne. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine les photos de New Delhi, où en fait on ne voit pas à 50 mètres, sans parler des villes chinoises. Il ne faut pas croire que ça n'arrive que chez eux. À un moment donné, si on ne fait rien, ça va nous tomber dessus. Il y a des problématiques énergétiques, évidemment, donc ça concerne tout un tas d'entreprises, et puis on a des fleurons français sur ces sujets-là, et puis évidemment scientifiques, parce que c'est que le début, et sur tout un tas de sujets, il va falloir avancer, et on a même une représentation de R&D et de gens qui réfléchissent à l'avenir à cette table. Donc voilà, tout le monde est vraiment concerné. C'était quelques petits mots d'introduction. Je vais passer la parole à Monsieur Molinès, qui est prêt. Merci aussi d'être là, qui est président donc, du CNPA Alpes-Maritimes et vice-président de la région. D'ailleurs, j'en profite, et mon grand âge m'oblige à mettre des lunettes, pour remercier Monsieur Patrick Chatrieux qui est là, voilà, qui est président de la région sud du CNPA. Donc merci d'avoir fait le déplacement. Et je voulais aussi qu'on salue Monsieur Gadgero,
qui est maire adjoint de la ville de Cagnes-sur-Mer et qui font déjà pas mal de choses, notamment avec l'AVEM depuis quelques temps. Donc merci également d'être là. Accessoirement, il est vice-président de l'AVEM. Et vice-président de l'AVEM. Mais je ne voudrais pas que l'AVEM soit surreprésenté non plus aujourd'hui, en fait. On est observé, j'ai l'impression. Monsieur Molinet, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Je vais profiter de remercier également la présence de Stéphane Julienne ici, qui est le président concessionnaire du 06, et notre ami Julien Goubert, qui est notre secrétaire général, qui doit être caché derrière le président, voilà, qui est debout. Voilà. Je n'avais pas vu entre-temps, il s'est levé, voilà, qui est également là, et qui s'occupe de la région au niveau du CNPA. Alors, syndicat automobile présent effectivement et intégré dans un comité de pilotage, ça demande sûrement aussi des explications, et ça demande aussi auprès de nos concessionnaires ici présents de savoir quel est l'engagement du CNPA aujourd'hui au sein de l'électromobilité. Donc le CNPA, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est 140 000 entreprises et c'est 400 000 emplois en France. Et CNPA est totalement engagé dans la démarche de l'électromobilité et tient souvent à rappeler aussi bien à l'État qu'à ses amis la nécessité d'objectifs réalistes sur les politiques de mobilité en tenant compte de la diversité des usages, des réalités sociales, économiques et géographiques. Il est important effectivement de prévenir aussi l'ensemble des usagers sur à la fois les autonomies, les coûts d'entretien et les valeurs de revente. Ça, c'est important aussi dans notre métier. Juste quelques chiffres pour comprendre. Aujourd'hui, 200 000 véhicules 100% électriques. On a 31 000 véhicules électriques qui ont été immatriculés en 2018, ce qui représente plus de 25% par rapport à 2017. Et on a 106 000 immatriculations d'hybrides rechargeables en 2018, soit à peu près 5% des immatriculations. On a en place aujourd'hui 28 000 points de recharge sur l'ensemble de la France en septembre 2019. Le CNPA est intégré complètement dans la stratégie de filière automobile. CSF qui dresse une liste d'engagement réciproque entre l'État et les membres de la filière automobile à horizon 2022, a signé le 22 mai 2018 dans la continuité du pacte de mobilité qui avait été établi en 2016. L'ensemble des acteurs se sont accordés sur des engagements pour le quinquennat, dont, en ce qui nous concerne, le développement des véhicules électriques et hydrogène. CNPA et ses partenaires sont force de proposition également pour favoriser le développement de l'électromobilité. Dispositif de bonus pour favoriser l'achat de véhicules à faible émission doit être maintenu pour les flottes et être élargi aux véhicules hybrides rechargeables. Tenir la trajectoire prévue par l'État de 100 000 points de charge de domaine public d'ici 2022. Développer des incitations pour les collectivités locales, en particulier les agglomérations concernées par les dépassements des seuils européens de qualité de l'air. Un petit diagnostic sur ce CSF depuis un an. On se rend compte de beaucoup d'investissements significatifs par les constructeurs, des travaux interfilières sur la question clé du recyclage de batteries, des investissements des équipementiers pour faire émerger des alternatives aux véhicules à batterie, et le dépôt auprès de l'ADEME, fin novembre 2018, d'un programme de véhicules autonomes dans 19 territoires. CNPA développe en parallèle une réflexion prospective sur l'électromobilité. Une étude réalisée par le cabinet Advancy permet une projection en 2030 pour un peu rassurer aussi l'ensemble de nos partenaires. Il en ressort que le moteur thermique ne disparaîtra pas en 2030, ni même en 2040. Le mix en 2030 serait toujours de 65% de motorisation thermique avec un diesel en net recul de 23%. Pour autant, il faut assurer un développement de l'électromobilité. Le CNPA recommande à l'État à la fois de s'appuyer pour le développement sur les stations-service et les réseaux de professionnels, pour bien évidemment que ce soit les garages, les centres de contrôle, pour développer les infrastructures de recharge, des incitations fiscales pour l'acquisition de véhicules propres, y compris à l'attention des publics les plus fragiles, par des crédits d'impôt de 30%, comme pour les professionnels et les bailleurs, via le dispositif des économies d'énergie et le programme Advenir. Maintenir les mesures sociales à travers la prime à la conversion qui a connu un large succès pendant la première partie du quinquennat. Pour les professionnels, maintenir le bonus écologique à 6 000 € et l'étendre aux hybrides, subventionner les infrastructures de recharge au titre du plan d'investissement d'avenir opéré par l'ADEME. Le CNPA mène de nombreuses actions pour anticiper ces transitions, accompagner les professionnels dans leur métier au quotidien, les investissements matériels et humains. Ce qui est important également, c'est de se préparer justement à ces véhicules propres. Et en conclusion, pour véritablement entrer complètement dans la démarche, et comme vous le savez très bien, on se rapproche progressivement des prochaines municipales 2020, il y a donc eu un collectif automobile en novembre 2019 dans la perspective des élections pour informer, sensibiliser les candidats et les élus locaux sur l'avenir de la voiture individuelle et le rôle des professionnels de l'automobile pour accompagner ces transitions.
Voilà pourquoi aujourd'hui le CNPA est complètement intégré dans cette volonté de mettre en place ce salon et véritablement cette volonté directe d'être complètement dans le pilotage pour justement à la fois rassurer nos professionnels et bien faire comprendre à l'ensemble des usagers que le monde automobile s'intéresse fortement et est complètement impliqué dans les véhicules propres de demain. Voilà, merci. Merci beaucoup. Effectivement, j'en ai pas encore parlé, mais on va organiser le salon avec un comité de pilotage. Alors pourquoi un comité de pilotage? C'est tout simplement parce que c'est important qu'il y ait des garants de ce qui va être présenté et des promesses qui vont être faites aux prochains visiteurs du salon. Et c'est important de travailler au quotidien avec les experts et de se dire finalement, quand on a des choix à faire éditoriaux, pour dire ça comme ça, il y aura pas mal de contenu, le comité est là pour être garant. Et puis c'est aussi un moyen de nous faire comprendre à nous ce qui est important et ce qui l'est un petit peu moins. Voilà. Et pour nous c'est précieux et ce comité va se réunir bientôt, mais on est déjà très content qu'il se mette en place. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un tout petit mot, parce que j'ai eu la question tout à l'heure de journalistes. Il y a une réglementation qui arrive à échéance de janvier, si je ne dis pas de bêtises, qui risque quand même d'être assez... qui est importante aujourd'hui pour vous, professionnels, mais ça va avoir quelques incidences quand même importantes dans les... Quand je disais tout à l'heure que ça risque de s'accélérer en 2020, ça en fait partie. En fait, on a deux normes qui sortent. Effectivement, on a une norme européenne avec la norme café qui sort effectivement dès 2020 sur l'obligation sur l'ensemble de la gamme vendue par les constructeurs de rester sur une stabilité de 0,93 grammes de CO. Donc ça va se jouer sur la totalité des véhicules vendus, d'où l'intérêt, bien évidemment, pour chaque constructeur d'avoir un équilibre entre les véhicules électriques hybrides et les véhicules thermiques pour qu'en finalité, sur l'année, on ne dépasse pas les 0,93 grammes. Si ces 0,93 grammes sont dépassés, c'est de l'ordre de 100 € au gramme dépassé sur l'ensemble des véhicules vendus par le constructeur, ce qui peut représenter quelques millions d'euros. Je vous laisserai les calculer en fonction de chacun. Et on a parallèlement à ça des normes WLTP qui sortent également sur un plan national auprès de l'État sur effectivement cette volonté de baisser le grammage également aussi sur un plan national. Donc en fait on a le double effet pour nos concessionnaires ici présents et pour tous ceux qui vont travailler sur 2020. Donc l'intérêt véritablement c'est que chacun va devoir, et je pense que chaque constructeur fait redescendre la pression auprès des différents distributeurs sur cette volonté d'essayer de rester sur un grammage relativement bas et donc de créer cet équilibre dès 2020 sur les ventes de véhicules. Ça risque d'impacter plusieurs choses, c'est-à-dire la possibilité pour certains malheureusement de ne pas pouvoir envisager certaines livraisons. Pour d'autres, c'est la suppression de certains modèles, purement et simplement, puisqu'on se retrouverait avec un décalage tellement énorme qu'on n'aurait pas la possibilité de le faire. Donc là, il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui du monde automobile, avec véritablement l'épée de Damoclès sur la tête et cette nécessité, on n'est plus sur une réflexion, là on est sur une nécessité dès 2020 de véritablement avoir un grammage qui descend d'une manière considérable. Merci. Juste, et ça a des conséquences même au-delà du marché lui-même. Les grands mécano-industriels au niveau international sont impactés par ça. C'est probablement une dimension qui joue un rôle dans les négociations qui ont lieu entre Fiat et Renault, Fiat et Peugeot. C'est aujourd'hui le constructeur automobile qui n'a pas une solution électrique à proposer pour pouvoir répondre à la norme dont monsieur parle. Il est juste hors jeu. Il peut faire faillite en fait, des grands groupes internationaux. Donc c'est un changement total parce que la norme existait déjà avant, mais avant c'était extrêmement tolérant. La norme, c'était sur la moyenne de la gamme produite, sur l'offre en fait du constructeur. Mais comme dit monsieur, maintenant c'est plus sur l'offre, c'est sur la vente. Donc on peut avoir une offre très diversifiée, mais si on vend pas des voitures électriques, on vend plutôt les thermiques, on n'arrive pas à atteindre l'objectif et les pénalités sont terribles. Donc il y a une volonté réglementaire et législative de pousser vers une solution électrique qui n'est pas forcément que l'électrique à batterie d'ailleurs, mais une solution électromobile. Donc c'est un changement majeur là qui se profile. Alors la société SAP, représentée aujourd'hui par Arnaud, vous dites un petit mot et on laisse Arnaud prendre la parole, s'il vous plaît Arnaud. Absolument. 1, 2, bonjour. Donc je représente SAP. Je suis un vrai Canet puisque je viens de Caen. Donc je suis directeur du site de Caen pour SAP Labs.
Je suis accompagné d'ailleurs de Benoît Duval, qui est notre référent en interne, on appelle champion électrique, et il connaît tout sur tout. Donc peut-être je devrais m'appuyer sur lui pour partager un peu son expérience, puisqu'il côtoie au quotidien, contrairement à moi, Hanno Klausmeier, qui est notre PDG, qui intervient régulièrement localement pour expliquer notre programme. Et d'ailleurs, je vais lui laisser la parole en vidéo. Alors, M. Klausmeier regrette de ne pas pouvoir être parmi nous et du coup, de manière très amicale, il vous a fait une vidéo. Bonjour, je m'appelle Hanno Klausmeier, je suis président de la société SAP Labs France. Nous sommes une unité dans le groupe SAP. Nous avons 3 sites en France. Le site principal, c'est ici à Sophia Antipolis-Mougins. On a également plus que 100 collaborateurs à Paris et 50 à Caen. Parlons un peu de ce que nous faisons dans le domaine, je dirais, de la responsabilité en général. Tout d'abord, SAP Labs France, comme tous les filiales de SAP, et même SAP, la société mère là-bas en Allemagne, on a des responsabilités envers les clients. Nous avons des responsabilités envers nos actionnaires, mais je pense qu'il y a un 3e axe de responsabilité qui est souvent pas suffisamment vu. On a également une responsabilité envers la société, envers les futures générations et envers la planète. On parle de la pollution, on parle du bruit. Et si on regarde la France, on constate que 30% du CO2, ça vient du trafic. Dont la partie principale provient des voitures, c'est-à-dire des trafics individuels. On dit, avec beaucoup de pouvoirs, on a également beaucoup de responsabilités, ce qui nous a conduit à décider un programme des voitures électriques modeste avec 6 Renault Zoe et 3 bornes de recharge à 2 connecteurs. Et ce qui a vraiment été un succès phénoménal. Entre-temps, nous avons plus que 200 voitures électriques, ce qui représente 10% de notre parc. On a juste des voitures électriques. On est parmi les plus grands clients de Tesla, Jaguar et aussi du groupe Hyundai avec la Kia Niro et la Hyundai Kona. On a également prouvé avec nos collaborateurs que la voiture électrique est absolument capable de faire des longs trajets. Et on a également prouvé qu'avec notre engagement, on peut changer quelque chose. Maintenant, nous sommes à 50 grammes par kilomètre de CO2 avec le contrat existant. Et nous allons être à 0 dans 2 ans. C'est-à-dire, on aura un parc à 0 CO2 dans 2 ans. Parce qu'à ce moment-là, nous serons à 100% des voitures électriques. Et j'invite à tout le monde de faire des initiatives pareilles pour participer à le combat contre l'échauffement climatique. Merci. C'est impressionnant. Hein. Nous, on a été très impressionnés quand on vous a rencontrés. Et au-delà en fait, des voitures électriques, c'est effectivement, comme le disait M. Klausmeier, il y a de la RSE dans l'air. Toutes les entreprises sont aussi mobilisées sur ces sujets-là. Et donc, qui dit entreprise, dit collaborateurs, donc les personnes que nous sommes tous. Et je trouve que ce que fait SAP Labs, et qui est en plus voisin, enfin presque voisin, Canet en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Comment vous l'avez un peu vécu? Je sais que c'est un peu c'est un chemin, ça ne se fait pas non plus comme ça. Absolument. Hanno, c'est notre capitaine. Tous ensemble, on est plus forts, mais on avait besoin d'un capitaine. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui décide pour les autres. Et il a très bien joué son rôle et il le joue parfaitement bien, aujourd'hui toujours. Les difficultés ont été nombreuses. Il a démarré il y a 5 ans, avec quelques Zoé, avec une opposition très forte de la part des collaborateurs, qui avaient l'habitude de faire des longs trajets de 500 à 1000 km, sans se poser de la question de la recharge, puisque un plein, on le fait
en 2 minutes à la station essence, et en voiture électrique, on le fait en une demi-heure, au mieux. Sauf que quand on s'arrête dans une station essence, chez Total, où on ne va pas par hasard, on profite des services. On ne s'arrête jamais 2 minutes 30 dans une station essence. On s'arrête 15, 20 minutes, une demi-heure. Il y a des services pour les enfants. La sécurité routière est bien là pour nous rappeler qu'on doit s'arrêter toutes les 2 heures. On déjeune, on prend du temps. C'est une autre façon de consommer. Mais déjà en thermique, on consomme différemment puisqu'on prend le temps dans les stations-service. Donc, en moyenne, les gens s'arrêtent 20 minutes à une station-service. Si pendant ces 20 minutes, vous rechargez votre voiture, c'est l'épaisseur du trait, en fait. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Et vous allez pouvoir parcourir la France. Arnaud l'a parcouru à de nombreuses reprises. Il est allé en Allemagne, il est allé en Espagne. Il nous a fait tout un tas de retours d'expérience avant même que nous en fassions nous-mêmes l'expérience. Moi, je viens de Caen. On est une société qui a été rachetée par SAP il y a plusieurs années et on était vraiment très opposés au programme électrique initialement. Arnaud nous a convaincus il y a 3 ans. Il avait des arguments et il avait l'autorité. Les deux allant de pair, on a fait des essais, on nous a prêté différents modèles, des Nissan Leaf, des Zoé à l'époque. Et l'expérience a été telle, rien qu'en conduite, sans même se poser la question d'un long trajet, le confort, la zénitude qui en découle. Les gens sont beaucoup moins râleurs à mon avis. Je suis beaucoup moins râleur au volant d'une voiture électrique qu'au volant d'une thermique. D'abord, je fais plus attention aux piétons. J'arrive au boulot, je vais être beaucoup plus calme. De manière générale, les gens qui ont essayé la voiture électrique, personne chez SAP ne veut faire machine arrière. Aucune personne. Donc c'est l'expérience utilisateur accompagnée par des partenaires, parce que évidemment, tout seul, on ne peut rien faire. Donc les partenaires sont nombreux, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics. À nous tous, on change les choses, on agit vraiment. Et aujourd'hui, c'est le sentiment qu'ont les salariés d'SAP sur les 3 sites. C'est dans le cadre d'une RSE, mais d'un cercle vertueux de développement économique, c'est avec des acteurs locaux ou nationaux, et nous on espère que ce soit des acteurs internationaux, puisque notre maison mère est en Allemagne, c'est d'arriver à convaincre, inspirer, développer. Donc c'est tout l'intérêt de notre programme. Et aujourd'hui, on accueille tout un tas de jeunes publics, des stagiaires de Bac+5, et depuis la 3e, ça commence en 3e. Ces jeunes, quand ils viennent chez nous, ils écarquillent les yeux très grands hein, pour regarder le parc automobile. Et de plus en plus, on se rend compte que ces jeunes, quand ils deviennent employables, ont un intérêt pour les avantages, soit le salaire, les projets sur lesquels ils vont bosser, est-ce que c'est en phase avec leurs études? Mais quel est l'effort de la société de l'entreprise envers la société civile? Ça va de ramasser les mégots dans la rue, parce qu'on a aussi des actions comme celle-là. Je les ai jetés pendant 10 ans quand j'étais fumeur. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, je les ramasse avec mes collaborateurs. Donc la RSE, c'est très global. La voiture électrique, elle s'inscrit tout à fait dans ce programme. Les jeunes aujourd'hui sont intéressés par ce genre d'avantages parce que c'est un geste pour la planète et ça permet de dire aux enfants oui, on agit. Et plus tard, on ne pourra pas leur dire on savait, on n'a rien fait. Non, on savait, on a essayé de faire et on a fait des choses. Voilà. C'est l'idée. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de SAP Labs? Oui, très rapidement. Donc, on est une grosse société, une multinationale, qui est plutôt dans l'âge mûr, de 45 ans, créée en 72 par des gens de chez IBM. L'implantation à Sofia Antipolis en particulier, qui date d'une 20aine d'années, à la base, les dirigeants allemands avaient beaucoup de mal à recruter des talents en Allemagne. Donc ils se sont orientés vers la France. Sofia Antipolis et la région étant très dynamique depuis très longtemps, l'implantation coulait de source. Ça aurait pu être à Paris aussi, sûrement. Mais il y avait déjà des gens à Paris d'SAP, donc on a 2 filiales, exactement. Il y a une filiale qui est plus développement, recherche et développement, c'est ce qu'on fait à Sofia
et à Caen, autour de la sécurité, autour de l'accompagnement des clients. La partie parisienne de SAP est beaucoup plus orientée commerce, vente, marketing, communication et consulting aussi, énormément de consulting. Voilà. Donc, le programme, il a 5 ans. Il a démarré, comme je vous le disais, hein, avec quelques voitures, on les appelle les early adopters, des gens qui ont une vision, qui ont des convictions, qui se lancent un peu tout seuls, mais qui très vite sont rejoints par une intelligence collective. Les gens réalisent que c'est inévitable, bien avant les constructeurs. Alors Zoé, Renault était très très bien placé hein, depuis le démarrage. Tesla a mis clairement un pavé dans la mare. Et puis ensuite, eh bien, l'État s'en est mêlé, avec notamment les restrictions sur le CO2. Et inévitablement, le virage, il a commencé et il est inexorable. Un slide pour vous présenter la croissance du nombre de voitures électriques. Donc, on a grandement multiplié le nombre. L'objectif, c'est 0 émission. Nous, on sera 0 émission dans 2 ans. Les voitures thermiques ont été bannies par étapes. D'abord le diesel, ensuite l'essence. Aujourd'hui, même l'hybride est banni chez nous. C'est un autre débat, mais on n'en parlera pas là maintenant. Mais on a aussi banni l'hybride. Donc on n'est que sur de l'électrique avec des grandes capacités de batterie. Le parc, donc, vous voyez, très varié. Ça va de la Zoé aux modèles les plus luxueux, qui ont une grande autonomie. Le programme a été évidemment possible aussi grâce au bonus écologique, grâce à Parcours, notre partenaire dans la location longue durée. Voilà, c'était impossible de faire autrement qu'avec notre partenaire historique sur les voitures, sur la location. L'infrastructure de recharge, donc effectivement, mais dans la région, alors pas en région Normandie, hein, mais en région PACA, en tous les cas, on est le plus grand nombre de stations de recharge pour une entreprise privée. Donc, avec de gros investissements qui ont été aussi possibles grâce à l'aide des collectivités, beaucoup sur fonds propres aussi, mais évidemment des partenaires, des vendeurs de bornes nous prêtent aussi maintenant des bornes pour qu'on soit un petit peu... D'abord pour leur faire un peu de pub et puis ensuite pour nous leur faire un retour d'expérience parce qu'effectivement on a développé des solutions pour superviser toutes ces bornes parce qu'effectivement quand on est 200 collaborateurs avec 200 voitures et qu'on n'a que 30 bornes de recharge, le lundi quand tout le monde revient de week-end ou le vendredi comme aujourd'hui là où tout le monde va partir, c'est un peu la cohue hein, au niveau des bornes, mais on a mis en place des systèmes qui sont intelligents et puis on compte aussi beaucoup sur le bon sens des gens. Des visiteurs surprises parce qu'effectivement, on a ouvert notre parc de rechargement aux privés, aux particuliers. Donc dans la journée, n'importe qui, vous pouvez venir avec votre voiture électrique, recharger chez nous. C'est gratuit. On vous offrira même le café. Et on accueille donc tous les gens du secteur. Alors évidemment, nous, on prend beaucoup de place déjà, mais quand il y a des bornes de libre, c'est toujours possible de venir se recharger chez nous. Oui. L'avenir, alors effectivement, on essaye de rentrer dans des cercles très vertueux de développement durable. Ici, il fait très beau, à Caen aussi d'ailleurs. On installe des panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc les panneaux photovoltaïques ont été installés. Ça fait 2 ans, Benoît ? Ça fait, ouais. Donc avec notre partenaire Val Énergie, donc vous voyez, hein, je cite les partenaires, hein, c'est bien sûr que j'ai envie de leur faire de la pub, mais je trouve ça tellement fort ce qu'ils font. Val Énergie, ils proposent une solution qui s'appelle Helibox. Ils viennent avec leurs panneaux, ça vous coûte 0 centime. Ils les posent sur votre toit et ils vous revendent l'électricité. Leur business plan, leur business model, il est extraordinaire. Et exactement. Donc panneaux photovoltaïques, on va avoir des ombrières. À Caen, on va installer des ombrières photovoltaïques. La production ne sera pas tout à fait la même qu'ici, mais on va aussi rentrer dans ce cercle vertueux. L'idée, c'est aussi d'installer des batteries. Donc ça, c'est 2020, on va avoir des batteries. Et des batteries qui sont produites avec des batteries de Nissan Leaf, je crois. C'est ça ? Merci. Recyclées, des batteries recyclées. Voilà. Donc tout ça, au départ, c'est un capitaine d'industrie, de notre industrie qui est le logiciel, hein, qui arrive à embarquer tout un tas de gens avec lui pour développer une espèce de success story vertueuse
qui rend service au plus grand nombre en définitive, hein, et qui satisfait énormément les salariés et qui, par effet de bord, permet d'embarquer tout un tas de partenaires avec nous. Donc ça, c'est la solution dont je parlais en fait, hein, qui permet, donc c'est des applications qu'on a développées, parce que comme nous sommes développeurs de logiciels, on a un biais, hein, qui est de toujours voir qu'est-ce qu'on peut coder, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en informatique, hein, dans un logiciel pour aider les utilisateurs, hein, c'est toujours l'objectif, c'est d'aider les utilisateurs. Donc là, c'est des systèmes qui permettent de recevoir en temps réel, quand la borne de recharge a fini, enfin quand la voiture est pleine, et d'envoyer un mail à l'utilisateur ou un message sur son téléphone pour le prévenir de partir. Ça nous permet aussi de gérer les coûts, parce que le coût derrière, il existe bien évidemment. Mais par rapport à un parc thermique, il est moindre. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a quelqu'un de Tesla dans la salle. Alors, bonjour. Est-ce que c'est bien d'avoir des clients comme SAP Labs alors? Vous en avez beaucoup comme eux? Je vais faire très attention à ce que je vais dire. Bonjour à tous. Non, on est vraiment ravis parce que c'est pour le coup plus qu'un client. C'est vraiment un partenaire. C'est un exemple pour beaucoup d'autres clients qui viennent au fur et à mesure. Et on ressent effectivement et on comprend que quelque chose est en train de se passer aujourd'hui. Et SAP est un vrai exemple pour ça. Et un vrai partenaire. Donc on est vraiment ravis de cette success story. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres constructeurs aussi qui sont extrêmement ravis, bien sûr. Et c'est un vrai exemple qu'on cite beaucoup en interne sur la réussite de la reconversion énergétique. Et voilà, ce vrai challenge réussi et ce beau succès. Donc merci SAP. Alors, je vais demander aussi à la société Parcours. Parce que, en fait, ce qu'on veut révéler avec vos témoignages, c'est que, comme vous le disiez, Arnaud, hein, c'est un chemin. Et je pense qu'il faut que tout le monde, en fait, participe à ce cheminement. Alors maintenant, vous avez fait l'expérience et vous avez essuyé les plâtres pour certains. Mais de nous dire un petit peu qu'en fait, voilà, ensemble, il y a des choses qui se passent. Oui, bonjour à tous. Sébastien Rodier, donc je suis le directeur de l'agence Parcours de Nice. Donc on accompagne SAP depuis plus de 10 ans. Et en 2014, Anno m'appelle et me dit « Écoute, je voudrais te voir parce que j'aimerais bien mettre des véhicules électriques à la route. » J'ai mis un peu de temps à lui répondre parce qu'à l'époque, c'était un peu compliqué. On savait qu'on était sur un marché qui allait arriver, on savait que c'était un marché qui était en pleine croissance, que l'obsolescence allait être très forte. Et nous, la difficulté de notre métier, c'est de revendre nos véhicules à l'issue des contrats de location longue durée automobile. Et donc, on avait un peu peur. Et Anno m'a pris par la main, en fait, et puis il m'a dit « Mais si, on va le faire. » Et on a grandi avec SAP, clairement, puisqu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a acquis une certaine maturité sur ce sujet-là. Et même pour nous, puisqu'aujourd'hui, on crée une nouvelle agence sur Parcours Carrosse, dans laquelle on va mettre des bornes de recharge, dans laquelle on va mettre un espace de coworking un peu à l'initiative de ce qu'a fait SAP, c'est-à-dire de proposer à l'ensemble des collaborateurs qui ont un véhicule électrique, qu'il soit avec un véhicule Parcours ou pas, de pouvoir venir se charger chez nous. Puisqu'on est à Carrosse, on est sur la route des montagnes, on est proche de Nice, et donc ça donne aussi l'opportunité à l'ensemble des utilisateurs d'un véhicule électrique de venir se charger et d'enlever encore un peu plus la problématique, tant que c'est possible, de la recharge. Donc voilà, donc on a aussi grandi avec SAP, et on les remercie pour ça, et c'est vrai qu'on a une vraie relation de partenariat qu'on a construit au fil des années, et Ado évidemment nous a bien pris par la main, et il l'a fait quand il fallait. Alors, pour reprendre sur l'événement électrique Canet, on en parlait tout à l'heure, hein, le premier objet, c'est évidemment de développer l'économie locale avec tous les interlocuteurs concernés. C'est de communiquer, je disais tout à l'heure, hein, cette image de pot commun où en fait ça permet de communiquer de manière très très large. Et comme on est en train de s'échanger aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai besoin d'acculturation, hein, de la population. Et encore une fois, une population, c'est vraiment beaucoup de profils. C'est des salariés, c'est des retraités, c'est des jeunes. Enfin, il y a plein de choses à expliquer à des populations complètement différentes. Mais en fait, ça peut être assez simple. Je prends un exemple de la radio. J'ai un témoin de la radio et spécialiste de la radio ici. On en a parlé avec les acteurs de la radio. La radio numérique existe depuis, je crois, à peu près 30 ans. Et en fait, les acteurs de la radio ont voulu expliquer que la radio numérique allait arriver, et ils l'ont expliqué de manière technique.
est-ce que quelqu'un sait comment marche un iPhone? On est à peu près tous à ne pas savoir comment ça marche. Enfin, peut-être chez SAP, mais en fait, ça marche. C'est tout. Et à partir du moment où c'est expliqué comme ça, c'est très compliqué de convaincre les gens. Voilà, donc il y a un vrai rôle de pédagogie qui nous semble, nous, très très important. Et vous êtes tous ensemble réunis, hein, chacun à votre niveau, aujourd'hui, et pour certains avec une expérience suffisante pour expliquer les choses et surtout conclure par dire que c'est possible. Voilà. Donc c'est aussi histoire d'influencer. Hein, donc les engagements et l'expérience aujourd'hui expliquée des SAP Labs, c'est pour ça que c'est très précieux. Je pense que c'est plus simple de convaincre d'autres entreprises de basculer que si on faisait tout un tas de tirades. Si c'est SAP qui l'explique, je pense que c'est plus crédible. Voilà. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre besoin aujourd'hui, c'est de réunir tous les acteurs, comme on est un peu là aujourd'hui, parce que même entre vous, acteurs professionnels, vous avez encore besoin de vous parler pour que tout ça avance, et on voit bien que les solutions, c'est par la coopération. Alors, qui va exposer à ce salon? Tous ceux qui sont concernés par proposer des services, alors très important, professionnels ou grand public. On a toujours, nous, maintenant qu'on a quelques années derrière nous de salon, un événement, un salon ne repose d'abord que par la participation et l'engagement des professionnels, et ensuite la capacité de rayonner sur le grand public. Donc voilà, on va aussi traiter de la partie pro, avec, on vous l'expliquera après, une journée le vendredi qui vraiment est consacrée en termes de contenu et dans une salle que pour les professionnels. Et ensuite, samedi, dimanche, lundi, pour le grand public. Nos cibles, du coup j'en ai parlé un petit peu trop vite, de 7 à 77 ans, 7 pour les trottinettes, hein, mais ou plus jeunes. Français et international. Alors, c'est important qu'un événement prenne une position tout de suite, parce qu'après c'est compliqué de changer. On est convaincus aussi, nous, que c'est important que toute la communication de l'événement se fasse, sauf ce matin, en anglais et en français. D'abord, vous êtes ici dans un bassin de population où il y a pas mal d'étrangers résidents, et peut-être avec les capacités d'acheter des matériels présentés pendant ce salon. Vous êtes aussi ici, on est ici pas très loin de frontières. Et puis, qui sait, on n'est pas à l'abri d'un gros succès et que demain, des gens viennent de loin pour venir à Électrique Canet si la proposition et la mise en scène est suffisamment belle. Et en tout cas, vous le verrez tout à l'heure parce qu'on pourra le visiter. Le lieu déjà est assez original pour que ça démarre bien. Peut-être juste sur les pros, hein, on a à peu près pris conscience, mais aujourd'hui on apprend aussi en marchant. Hein, donc on essaie d'identifier les choses, on n'a peut-être pas encore tout vu, mais on a bien cerné qu'il y a plusieurs réseaux de professionnels qu'il faut absolument mobiliser, soit en termes de collaboration, soit en termes de futurs clients. Je pense à titre individuel, hein, tous les syndicats de copropriété. Je leur ai demandé l'autre jour si j'achetais une voiture électrique, comment on fait. Je ne vous dis pas la panique dans les yeux de la correspondante du syndic. Donc voilà, quand je parle de pédagogie, il y a vraiment à tous les niveaux des choses à faire. Je n'ai rien contre les syndicats de copropriété. Et oui, et la partie électricien. Alors la FEDELEC ne pouvait pas être là aujourd'hui parce que voilà, c'était un peu compliqué de se parler de manière un peu précipitée. Mais dans les branches professionnelles, une nous apparaît évidemment évidente. D'abord, pour le dire de manière un peu basique, est-ce que demain les garages n'auront pas des électriciens parmi leurs collaborateurs? J'ai l'impression qu'il va y avoir un transfert de compétences et des besoins. Et à plein de niveaux, c'est nécessaire. La formation, bien sûr, mais bon, ça, les branches sont déjà bien sûr organisées pour ça. Mais c'est aussi peut-être d'éveiller des jeunes demain à des futurs métiers. Et finalement, si on n'a pas envie d'être mécanicien et que par contre l'électricité me parle un peu plus, je peux réparer des voitures demain. Et donc aller vers ma passion. Voilà, c'est important, communiquer vers les jeunes. Alors, le salon, c'est une approche un petit peu marketing, mais c'est quand même important de le comprendre comme ça. Nous, on ne fait pas grand-chose. On met en scène à peu près. Voilà. Mais quand même, on essaie de se dire qu'il faut un cheminement. Donc, on a cerné 4 piliers pour mettre en place Électrique Canet. La pédagogie, je viens d'en parler. Les solutions. C'est bien de parler de pédagogie et d'expliquer qu'il y a un futur. Mais ce qui nous a intéressé, nous, et on parlait d'opportunisme tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans ce dont on est en train de parler aujourd'hui, en fait, le futur, c'est aujourd'hui. Je peux déjà acheter des produits qui me permettent, en fait, de basculer du côté, entre guillemets, responsable, avec tout un tas de choses. Alors peut-être que ça peut prendre un peu de temps sur certains dispositifs, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est très important d'associer la pédagogie à la solution. Il n'y a rien de plus frustrant qu'on m'explique un truc qui, tout d'un coup, me motive. Si je ne peux pas basculer derrière, peut-être même que ça fera l'effet inverse, je n'y reviendrai pas. Le networking, c'est important que tout le monde continue à communiquer et à interchanger. On a une organisation comme l'AVEM qui est là aujourd'hui. Je pense que c'est
voilà, votre fonctionnement, c'est que vraiment tout le monde se parle pour pouvoir avancer, trouver des solutions au fur et à mesure sur tous ces développements. Et puis, alors côté SAP Labs, c'est aussi un peu votre représentation ici, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on est peut-être qu'au début de tout ce qui va se passer. Et l'innovation, c'est toujours important aussi de la montrer, et de montrer que c'est un mouvement dans lequel on n'a encore pas inventé grand-chose. On parle de voiture électrique, mais la voiture autonome va arriver juste derrière. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses déjà qu'on pressent et que tout le monde a entendu un peu, mais à un moment donné, ça va se réaliser. Et ce salon s'inscrit dans le temps. On espère accompagner cette histoire à ces changements et donner un rendez-vous important chaque année ici au Canet. Donc sur la partie pédagogique, conférences et ateliers. Une conférence, on discute d'un sujet. Un atelier, on explique de manière très courte et synthétique comment ça fonctionne. Benoît Duval, qui est ici, par exemple, nous a fait un atelier de comment fonctionne une voiture électrique et quels sont les avantages. Donc on a déjà, nous, eu un atelier chez SAP. Vous ressortez de là, franchement, ça vous a retiré tous les freins que vous aviez, avec tous les préjugés qu'on peut tous avoir toujours à nos esprits. Dans nos esprits. Voilà, c'est très important que tout ça soit très précis. Et on va même proposer en fait à des concessionnaires, à des gens exposants, en fait, de faire des ateliers pour parler concrètement et enlever les freins de tout ce qu'on a besoin d'expliquer. On a 9000 m², on vous montrera un plan de masse, et puis pour ceux qui ont le temps, on pourra faire une petite visite des lieux. On a un lieu avec des caractéristiques absolument étonnantes. Donc on a un magnifique bâtiment ici, qui est le bâtiment principal. On va également occuper le gymnase. On a une très belle salle de réception à côté. On a un parking qui est connecté. On a un parking qui est juste en face. Enfin, voilà. On est capable de faire, on va dire, le festival de l'électrique à partir de l'année prochaine. C'est un peu l'idée, c'est de faire voilà, quelque chose de vivant, de participatif et d'attirant, parce qu'on va avoir besoin de visiteurs dès la première année. Le networking, on a donc cette salle Recroix qu'on verra tout à l'heure, dans laquelle on va aussi essayer d'organiser des choses. Donc aujourd'hui, les speed meetings, vous avez peut-être tous entendu parler de ça. Voilà, on veut que les gens puissent se rencontrer en amont. Peut-être qu'aujourd'hui, parmi vous, certains vont se rencontrer alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Bah voilà, nous, on veut le formaliser pendant cet événement, parce qu'encore une fois, il faut contacter et échanger avec les bonnes personnes, et on espère le mettre en place. L'innovation. Alors, il y a besoin de communiquer sur des études, et on en a trouvé plein en ligne. C'est important à ce moment-là de les diffuser. On veut aussi que les startups, et on est à côté de Sophia Antipolis, donc effectivement, si on l'avait oublié, on est rappelé par le voisinage que c'est important de montrer toutes ces innovations qui sont en cours et de les montrer et aux pros et au grand public. Voilà. La recherche aussi, il y a un petit peu de prospective qui est importante, même si ça ne sera pas le principal de notre programme. Et puis, si on peut avoir des choses un peu waouh, donc si certains prototypes, on a la chance d'avoir des prototypes sur certains matériels qui seront présents, je pense que c'est important aussi de... Voilà, l'effet waouh, je prends toujours l'exemple, et on est en présence d'un pilote de Ferrari, je prends toujours l'exemple de le salon de l'auto. Le stand le plus visité au salon de l'auto, c'est généralement la voiture la moins achetée. Donc enlever ce qui est beau, tout de suite ça change. Enfin voilà, c'est important. Et ce lieu, alors notre objectif aujourd'hui, 80 exposants. Alors pour être vraiment sincère, on a mis des chiffres. Ce qu'on se dit, c'est qu'on ne veut pas se mettre à l'abri d'un grand succès. On est tous d'accord là-dessus. Donc si on a 200, on sera en capacité de les accueillir. Mais bon, voilà, on a encore plein de choses à apprendre. Hein. Si on savait tout, ça serait simple et ennuyeux. Donc on ne sait pas tout. 6000 visiteurs, c'est à la fois ambitieux et à la fois pas ambitieux sur 4 jours. On peut certainement faire le double. Enfin voilà, mais restons un peu modestes quand même. Et beaucoup de contenu, hein, je vous le disais, au niveau pédagogique, vraiment c'est structurant pour la manifestation, et je pense que c'est important de convoquer les gens, pros ou grand public, sur du contenu. Alors du coup, je l'ai un peu dit en amont, vous voyez, tout ça est connecté. Ce qu'on imagine, c'est fermer l'avenue qui est juste devant, qui en fait sera une zone de test drive, donc avec des voitures et des vélos à l'extérieur, pour que les gens puissent essayer les voitures. Et comme on l'a entendu déjà plusieurs fois, et je ne sais pas à qui est le slogan, mais tant pis pour lui, je lui pique, l'essayer c'est l'adopter. C'est ce qu'on nous dit depuis le début sur l'électrique. Voilà, on pense que les gens basculeront à partir du moment où ils pourront essayer. Je pense qu'on est tous comme ça en termes de consommation. Donc c'est important que cette zone de test drive à l'extérieur puisse vivre. Et puis on imagine aussi, pourquoi pas avec la région,
mettre aussi de l'exemplarité avec des bus électriques et faire venir des gens avec des points de récupération, etc. et faire venir les gens sur les côtés pour les faire venir à la manifestation. Enfin voilà, on veut essayer de s'inscrire et donner aussi l'exemple nous-mêmes sur le sujet qu'on aborde. C'est bien de donner des leçons, mais il faut aussi montrer ce qu'on peut faire. Alors comment y participer ? Il y a 4 possibilités. Hein. C'est évidemment le stand, enfin, après avec toutes les options que ça peut concerner. On imagine plein d'animations. Donc on parlait des test drives. On parlait des jeunes, je pense qu'il y a aussi les pistes avec tout ce qui est sécurité routière. En plus, il y a de la réglementation qui tombe, donc c'est le moment, avec les familles, de leur donner des choses. Il faut peut-être mettre en vie aussi comment ça fonctionne. On pensait à des zones de recharge. À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité ? Mais plutôt que de faire des stands, on peut peut-être faire des choses en vie. Hein. Et puis, je pense que les zones de test drive ont peut-être aussi besoin d'aller se recharger. Donc, ça sera utile. On a du contenu et on appelle aux sachants et aux experts pour venir expliquer des choses. Encore une fois, on a eu des rendez-vous précieux où je pense à Monsieur Julien qui a dû partir, qui représente Kia et Hyundai, qui nous a expliqué en fait tout un tas de choses pour convaincre et nous convaincre assez facilement finalement de comment ça fonctionne, pour expliquer aux gens, et je suis sûr que lui-même sera convaincant, ou Monsieur Duval, ici présent, qui saura expliquer, je pense, à un entrepreneur qu'il peut y aller sur son parc électrique, il n'y a pas de souci. C'est même rentable. Et puis, évidemment, des sponsors. Il y aura certainement besoin pour certains de s'associer à l'image de cette manifestation. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà. Juste un tout petit peu de détails techniques. On peut venir juste avec son matériel. Pas de moquette, du béton brut. C'est très joli. Ça peut être ici un peu hype. On est des organisateurs professionnels, donc du coup, tous les aménagements de stand, vous pouvez imaginer, enfin, nous demander tout ce que vous souhaitez, hein, du basique au très complexe. Voilà. Et on a un gymnase avec quelques difficultés en termes de poids, notamment en termes d'exposition. Donc on a imaginé des dispositifs un peu légers. Et puis on a imaginé les dispositifs également à l'extérieur. En cas de pluie, il faut au moins pouvoir recevoir les gens pour ceux qui ont des bons de commande à signer. Ce serait dommage que les papiers soient mouillés. Mais non, plus sérieusement, pour accueillir un peu de manière confortable, on espère que la tenue de cette manifestation soit au moins de bonne gamme, si ce n'est pas haut de gamme. C'est important en fait de donner envie aux gens, et on donne toujours envie par le haut et un peu moins par le bas. Du coup, je vais laisser la parole 2 petites minutes à l'entreprise qui nous accompagne sur tous les aménagements pour les stands et les exposants, avec qui on travaille depuis pas mal d'années, et vous allez voir qui sait faire. Donc Nadia, juste 2 petits mots, et puis après il y aura des questions. Je vais faire très vite parce que ce n'est pas le sujet principal du jour. Alors, notre société créative est basée maison mère en Île-de-France, et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs sites, notamment ici à Cannes, qui est représenté par ma collègue Eugénie, qui est assise là-bas sur le petit fauteuil. On est une équipe qui est polyvalente, et on accueille les demandes des entreprises de nos clients, que ce soit organisateurs ou particuliers, dans toute la démarche de conception, de design, jusqu'à la production, livraison, et pendant l'événement également, on apporte un support. Notre intérêt pour cet événement, c'est que nous sommes certifiés ISO 20121, donc c'est la certification Green Event. Donc d'autres entreprises a été certifiée là récemment. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Suite au JO de Londres de 2012, on travaille dessus, et voilà, c'est certifié. Donc on continue nos efforts dessus. Nous sommes 120 collaborateurs sur les différents sites. On va passer dessus, et on est en mesure, donc, comme le disait Antonio, de répondre à une demande variée, qui soit d'un stand vraiment très simple à vraiment très élaboré pour ceux qui ont des surfaces beaucoup plus importantes. Voilà, donc là vous voyez quelques réalisations qui sont sur différents sites, que ce soit des salons automobiles ou autres, le livre, ou bien le Paris Air Show. On est en mesure de s'adapter à chaque demande. Voilà. Merci. C'est une petite expérience. Le mondial de l'auto. Voilà. Parfait, merci.
Et merci d'être là aussi. En fait, on voulait, voilà, c'était important de vous dire que pour toute question, demande spécifique, etc., ce qu'on va essayer de faire avec nos partenaires ici présents, c'est essayer de vous livrer, et avec vous, essayer de vous livrer une manifestation et un salon voilà, digne de ce nom, si possible, et ensemble. Alors sur la communication, parce qu'évidemment on va essayer de communiquer, il faut faire venir des gens. Alors je vous passe les détails évidemment de toute la mécanique grand public avec tous les dispositifs qu'on essaiera de mettre en place. Alors on a la chance d'avoir une sorte de geek dans l'équipe, donc bon, le digital ne sera pas oublié, c'est même plutôt l'inverse. Des fois tu as tendance à oublier le traditionnel. Donc voilà, ensemble, il y a des choses à mettre en place. On sait bien aussi que ça se passe avec vous. Hein. Vous avez tous des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, on imagine toute une mécanique qu'on va mettre en place ensemble. Et ensuite, tout ce qui touche aux professionnels. Comment on va faire venir tous les professionnels sur cet événement ? Eh ben, on a déjà eu la preuve d'engagement de partenaires comme le CNPA ou l'AVEM qui a communiqué auprès de tous ses membres. Donc on en aura d'autres. Voilà, ce que je voulais vous dire, juste ça, c'est que voilà, on sait comment à peu près ça peut fonctionner et embarquer les partenaires pour essayer d'être un peu pertinent et au final efficace. Je vais juste dire un mot. On organise le salon de la radio, donc on a des relations très très privilégiées avec l'ensemble des stations en France et en Europe. Et je voulais simplement noter la présence d'une radio et d'une télé qui est juste à côté d'ici, qui s'appelle Pitchoun Media. Laurent Brochet qui est là et qui, il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, est venu au salon de la radio avec un projet. Et je vous invite à aller voir ce qu'est Pitchoun Media aujourd'hui, qui est juste à côté de la Palestre, qui a une télé maintenant sur l'ensemble des box, qui a une radio en FM et sur le DAB+, qui est obligatoire à partir du 1er janvier 2020 dans tous les véhicules, je vous le rappelle, chers constructeurs. La loi est passée déjà il y a un certain temps, donc vous êtes obligés d'avoir des récepteurs DAB+ dans les voitures. Donc vous pouvez aussi écouter Pitchoun Media en DAB+. Et notre objectif, c'est d'avoir les radios non seulement locales, régionales, nationales, et il y en a déjà qui sont intéressés puisque on a eu la chance d'organiser un radio tour à Marseille il y a très peu de temps, c'était il y a quelques mois. Je reviens de Lille hier où on a fait un radio tour, on réunit toutes les radios régionales et je les ai tous sollicités à venir aujourd'hui. Alors certains attendent de voir un peu ce qu'on allait faire pour pas comme faire ce qu'elles font d'habitude, c'est-à-dire une exclusivité avec un salon. Aucune exclusivité avec le salon électrique Canet. Tous les médias sont bienvenus. Et ça n'est pas ni Énergie ni France Bleu qui aura une exclusivité sur ce salon. Je voulais simplement le préciser parce que je suis dans le secteur et je sais comment ça se passe. Et notre objectif, c'est que ce salon puisse accueillir les médias pour que les médias soient des vrais relais, mais présents sur place et fassent des animations. Pitchoun Media, c'est une... Enfin, écoutez la radio si vous avez des enfants. Moi, voilà, il y a plein de web radios et en plus, je vous dis, ils sont sur les box juste après la chaîne Disney. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les enfants. Et donc, Laurent, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler juste après, de voir ce qu'on peut faire. J'ai parlé aussi avec Kiss FM qui est très intéressé. France Bleu, Énergie Globale Région veulent aussi voir en fonction de ce qu'on va leur proposer. Mais l'idée, c'est vraiment d'accueillir tout le monde au niveau des médias. Alors, pas que les radios, hein, bien entendu, la presse écrite et la télévision, voire même les réseaux sociaux et les blogueurs et les influenceurs. Bien entendu, ça va être un objectif, c'est d'accueillir tout le monde et de faire en sorte qu'ils soient aussi présents sur place et pas simplement avoir un logo sur une affiche. Voilà l'équipe. Alors du coup, évidemment, je vais vous laisser la parole pour poser des questions, mais je voulais quand même remercier l'équipe de la Palestre. Barbara en tête. Elle est partie, s'il vous plaît. Pour cette coopération, tous ces échanges, l'accueil aujourd'hui qui vous ont réservé. Voilà, donc merci à l'équipe de la Palestre. Barbara, si tu veux dire un petit mot, tu es la patronne de la Palestre. Il y a déjà un effet waouh quand les gens arrivent à la Palestre, quand on ne connaît pas. Bonjour à tous, oui. Moi, je suis ravie de vous accueillir effectivement pour un événement qui n'est pas un événement commun pour nous dans notre salle, puisqu'effectivement, pour ceux qui nous connaissent déjà, on est plus spécialisé effectivement dans le spectacle, le concert, le sportif aussi, puisqu'on a effectivement pas mal d'expérience dans l'organisation d'événements sportifs télévisés notamment, tout ce qui est rencontres de boxe et autres.
Par le passé, on avait déjà accueilli des salons de qualité et on est ravis effectivement à nouveau de pouvoir vous accueillir et de pouvoir vous accompagner et participer effectivement à ce grand challenge qui nous attend pour les années à venir. C'est effectivement le développement un peu plus raisonnable, le déplacement et tout ce qui va avec. Donc effectivement, on met à disposition un outil effectivement qui a une particularité, avec une salle effectivement qui a un volume total de 7000 m², une arène principale qui fait un petit peu plus de 2000 m², différents espaces, des espaces extérieurs qui sont assez intéressants effectivement pour exploiter au niveau du déplacement ce qu'il y a à démontrer, et puis deux autres salles qui sont le gymnase Maillan, avec laquelle nous sommes connectés directement par un tunnel intérieur, et la salle Recroix où on pourra faire effectivement des réunions, des conférences avec des formules B2B. Voilà. J'espère vous avoir un petit peu avec moi tout à l'heure pour la visite. On vous expliquera ça en détail. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Monsieur Chatrier, vous voulez dire peut-être un petit mot? Vous êtes venu, vous avez eu la gentillesse de venir, donc président du CNPA Région Sud. Merci. Écoutez, je pense que Gérard Molinès, qui est le président de votre région, s'est déjà bien exprimé. Simplement vous dire que notre filière, c'est quand même une filière qui cherche aussi l'excellence. Il y a bien longtemps qu'on traite les pneumatiques, il y a bien longtemps qu'on traite les huiles usagées. Et aujourd'hui, on est tout à fait conscient qu'il y a une transition qui est en train de se faire. Nous sommes partenaires de Station F pour l'automobile et pour la mobilité en général. Et bien entendu, on trouvait que c'était important qu'on soit à vos côtés, parce qu'on travaille aussi sur ce qu'est, nous, bien sûr, l'automobile, mais aussi la mobilité, parce qu'on ne peut pas se contenter que de parler automobile aujourd'hui. Alors, on vit le Karbachi à longueur de journée. Quand on parle d'automobile, qu'elle soit électrique, eh ben, je pense que c'est bien. Moi, je suis très heureux de rencontrer Patrick Tambay, qui nous a fait rêver, et qui montre que l'automobile, ça peut être aussi une automobile de passion. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une automobile de raison, sans jamais oublier un peu la passion, parce qu'il faut faire rêver, c'est quand même le premier moyen de déplacement des gens quand ils vont travailler. 80% des gens qui travaillent aujourd'hui se servent d'une automobile. Alors bien sûr, il va falloir être vertueux, il va falloir travailler. Comme l'a dit notre président tout à l'heure, on n'aura pas que des véhicules électriques dans les 20 ans qui viennent. Néanmoins, on est un peu en marche forcée aujourd'hui. Les élus, les politiques nous contraignent de travailler beaucoup plus vite. Je pense que l'exemple de SAP, je connais aussi moi des entreprises dans la région qui essayent de faire un parc vert, verdir les parcs automobiles, c'est important. Les entrées de ville, on sait que c'est indispensable de faire attention. Et puis le CNPA à vos côtés, et le CNPA essaie de travailler aussi et d'être un syndicat, une filière. On représente près de 20 métiers de l'automobile. Eh bien, d'être proactif et non pas de subir, mais d'essayer d'agir pour accompagner les mutations qui sont en cours. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions techniques par rapport au salon ou des choses? Après, on peut en parler, bien entendu, il y a une petite visite. Mais n'hésitez pas. Le QR code, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, c'est un petit clin d'œil, le QR code. Si vous voulez le scanner, vous allez directement sur le formulaire si vous êtes intéressé pour participer au salon, sans engagement, bien entendu. Et voilà. Donc, mais on peut faire quelques petites questions-réponses si vous avez des questions, et après en parler de manière plus informelle après. Oui, merci. Alors, tout d'abord, on ne peut que saluer cette initiative, justement, et ce projet. Par contre, moi, la question, c'est que, en fait, vous arrivez dans un environnement où il y a... Monsieur le Président. Oui, je disais, vous arrivez donc dans un environnement avec un projet très ambitieux. Alors, il y a déjà, je dirais, un certain nombre d'initiatives qui ont été réalisées et qui sont programmées, notamment. La question toute simple, c'est comment vous allez travailler ensemble, je suppose, avec déjà ce qui existe et les structures qui sont en place, notamment sur 2020. Oui, on ne nous a pas attendus. Non. Ouais, bah non, il n'y a pas de souci. Écoutez, d'abord, l'ambition, elle est première, c'est de servir l'économie locale. Donc, de toute façon, c'est le projet qui aura raison. En dehors de nous, est-ce que
ce qu'on propose est différent, pas différent, est-ce que ça embarque des choses un peu nouvelles, etc. L'idée, globalement, c'est d'essayer de voir comment on peut, les uns et les autres, en fait, rassembler les énergies, ou pas, sur cet événement. Donc, est-ce que ça peut servir ou pas? Je sais que, par exemple, l'AVEM a ses propres événements. Il y a des choses qui se passent, d'ailleurs, en termes de calendrier, pas longtemps avant. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose. Donc, voilà, on va voir comment on peut mettre les choses en place ensemble. Mais l'idée, enfin, du coup, on n'a pas discuté ensemble, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas venir interchoquer qui que ce soit, d'accord? Après, le cahier des charges que la ville du Canet nous a donné est quand même relativement ambitieux, à la fois sur les volumes et à la fois sur la manière d'apporter des choses. Donc, en fait, on espère séduire, mais pas embêter qui que ce soit. En fait, si vous voulez, le sens de ma question était plutôt constructif. Hein, c'est de dire comment vous pouvez, parce que c'est un projet très, très ambitieux, mais comment vous pouvez être présent justement sur d'autres événements, et pourquoi pas pour après catalyser un événement de cette ampleur sur le Canet. Voilà, c'est ça un peu l'idée en fait. Mais absolument. En fait, on a été gentiment accueillis à la journée de l'AVEM en octobre. C'était début octobre, voilà. L'AVEM, enfin, que vous représentez aussi, nous a gentiment aussi acceptés comme membre. Donc, nous sommes adhérents de l'AVEM. Et maintenant, voyons comment on peut déployer des choses. Voilà, je pense que on parlait tout à l'heure de coopération, donc on ne peut pas parler de coopération et nous-mêmes ne pas nous l'appliquer. Donc, on va essayer de coopérer avec vous les uns les autres. En fait, je prends l'exemple de la manière dont on travaille au niveau du salon de la radio et des événements qui peuvent être des événements concurrents. L'objectif, c'est qu'on travaille tous pour un même objet qui est la radio, et que on est tous, même si on peut être quelquefois concurrents sur certains secteurs ou certaines cibles, on fait tous quelque chose pour le média. Là, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est qu'on arrive à jouer un rôle dans ce salon, pas contre les autres, mais avec les autres, s'ils ont envie de le faire avec nous. En tout cas, nous, on restera ouverts et on veut faire un maximum de liens avec tous les événements existants. On en a déjà visité quelques-uns. Il y en a certains avec lesquels, en effet, ça peut être cohérent. Il y en a d'autres avec lesquels ça peut être moins cohérent. Mais en tout cas, nous, on va rester ouverts et on est vraiment dans cette approche de co-construction. On est, nous, des générations Y, nos enfants sont des générations Z, on n'est pas du tout des baby boomers, donc on n'a pas la même mentalité, on n'a pas des mentalités de cooptation, on a des mentalités d'ouverture. Bonjour, John Honoré. Les détails, moi il y a des détails techniques qui m'intéressent surtout, c'est l'entrée pour les particuliers, c'est gratuit, payant, pour les professionnels, c'est un peu quoi qui va tourner autour, parce que grosso modo, un salon du véhicule électrique, c'est une très bonne idée. On sera là, il n'y a pas de souci. Juste l'astuce, c'est les gens vont se déplacer. C'est un, s'il y a des animations, et deux, si c'est payant ou gratuit. Désolé, hein, je reviens juste par terre. Non, vous avez raison. Descendre, parce que c'est super beau la mobilité électrique. Hein, ça fait depuis 2012 que je suis dedans. Donc ça, c'est génial. Mais in fine, les gens se déplacent que pour deux raisons. Hein. C'est s'ils peuvent s'amuser, si ça va distraire les enfants, et si c'est gratuit ou payant. Donc, c'est quoi les 3 points là? Si vous avez une réponse, là, ça m'intéresse. Oui. Alors, la première, hyper facile. Pour les pros, ça sera gratuit. Pour les pros, ça sera gratuit. Parce que c'est sous forme de badge, comme un salon professionnel. En fait, on va faire les choses en parallèle. Hein. On va fonctionner comme un salon professionnel. Par contre, sur base de données. Enfin, voilà. Sinon, on vérifiera la provenance et l'activité de la personne. Sur le grand public, on peut avoir tort, mais aujourd'hui, on n'aime pas le gratuit. C'est pas notre truc. Je pense que quand les gens, les mêmes, sont prêts à payer des fortunes sur des événements parce que c'est Mickey ou je sais pas quoi, c'est pas un problème de pouvoir d'achat, c'est un problème de motivation. Donc aujourd'hui, on l'a pas défini. On est entre 6 et 10 euros pour le grand public, d'accord? Donc on va arrêter un truc. Par contre, une fois que le billet, lui, il est affiché payant, l'idée c'est qu'il y ait tout un tas de billets gratuits qui circulent par des biais, et notamment les exposants et les partenaires. Voilà. Donc en fait, il sera payant pour le grand public, mais pour beaucoup d'entre eux, possiblement gratuit. J'ai répondu? Après, oui, au niveau attraction, alors l'objectif, c'est on a un skatepark pour faire éventuellement des animations avec peut-être des influenceurs. On va faire des pistes. Notre objectif, c'est vraiment de faire tester. L'objectif, c'est que chaque exposant qui est là et qui a un produit véhicule léger, véhicule lourd, puisse se mettre aux manettes
de ce véhicule, le tester et s'en rendre compte. Et on sait pertinemment que quand on est dedans, quand on les teste, c'est quasiment fait. Mais on a quand même ce rôle pédagogique et en effet, la pédagogie qu'on va faire va être ludique. Donc on n'est pas Disney. On va pas, quoique on peut peut-être arriver à avoir Mickey qui vient, mais on n'est pas Disney. Par contre, l'objectif, c'est bien entendu de rendre attractif et de faire en sorte que s'ils payent 6 €, après il y aura des tarifs famille. On va pas être idiot. Moi, j'ai 3 enfants. Si je viens à un salon, je veux pas que ça me coûte trop cher non plus. Par contre, ne pas faire payer, on a un problème après, c'est que les gens viennent et viennent pourquoi pour voir et pour ressortir et puis c'est tout. Donc on a défini quand même de rester sur un salon payant. Le tarif est à définir. On veut pas faire trop cher, mais il faut aussi qu'on puisse financer les animations qu'on va créer parce que des exposants pourront mettre en place des animations, mais il va falloir que nous, on en mette en place. Je prends encore l'exemple du salon de la radio. On fait une radio-télé temporaire, c'est avec les partenaires, mais c'est nous qui finançons. C'est pas les exposants. Donc on va véritablement essayer de travailler sur une attractivité du salon, avec en plus peut-être des personnalités. De l'e-rallye, de l'e-Formule 1, de grands noms qui peuvent peut-être venir parler et sensibiliser. Voilà, donc je pense que en tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On ne va pas faire un salon où on dit venez, vous allez payer, vous allez vous embêter quand vous allez passer dans les stands. Ça, c'est vraiment pas l'objectif. On n'a pas toutes les animations en tête encore, mais on sait que c'est important. Vous pourriez demander à Tesla de fournir des petites voitures électriques pour enfants. Vous savez que les enfants tirent les adultes. Donc, si vous faites ça, vous aurez tous les enfants qui voudront rouler dans les petites voitures électriques de Tesla. Et donc, vous aurez des adultes avec. Enfin bon, ce genre de voiture. Quoi. Oui, pas forcément Tesla, mais... J'en ai vu chez SAP. Ouais. Ah, t'en as? Oui, non mais... Il y en a une qu'on peut conduire à 14 ans. Donc oui, c'est l'objectif. Et je pense que on va s'appuyer aussi sur les radios et les stations. Et c'est pour ça que Pitchoun Media, j'en reparle, mais de faire des animations de sensibilisation avec des véhicules, peut-être des choses à faire gagner à l'antenne et pour des places à faire gagner. Et on sera très large là-dessus. Il faut se rassurer. Le modèle économique du salon n'est pas basé sur l'entrée payante. Enfin, non, c'est aussi un petit ticket d'entrée naturel pour prouver la motivation des gens à venir et éventuellement à acheter. C'est ça, en fait, le ticket d'entrée. C'est pas vraiment le modèle économique du salon. D'autres questions? Une petite encore. Il n'y aura que des véhicules au salon ou vous invitez les bateaux, les avions aussi? Alors, on est passé un peu vite dessus, vous avez raison, sur la nomenclature. Oui, la nomenclature est très large. Ce n'est pas un salon de l'automobile électrique. Pas du tout. Aussi un salon des voitures hybrides électriques, mais pas que. Non. D'ailleurs, nous, on appelle plutôt ça, vous l'avez peut-être vu, pareil, un peu vite, on parle, nous, de mobilité responsable. Parce que on sait aussi qu'il y a des gens sur l'électrique qui sont contre, etc. Donc c'est pas non plus un événement sur l'écologie, mais par contre c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire chacun avec sa conscience bascule sur un truc qui lui convient. Voilà. Et à tous les niveaux. Après les avions, j'ai vu que Dassault 3D Systems, ils ont déjà modélisé l'avion qui fonctionne à l'énergie solaire, mais c'était sur un ordinateur. Ouais, moi, je disais ça parce qu'on entend souvent les détracteurs des véhicules électriques, c'est-à-dire que les avions et les bateaux polluent plus que les voitures, donc ils n'ont aucune raison de passer à l'électrique. Alors, oui. Alors, nous, vraiment, le salon, on va essayer, c'est vraiment de ne pas rentrer dans des débats, mais plutôt sur des solutions. Voilà. Il y a des solutions qui existent, on les explique. Ça vous va, super, ça vous va pas, très bien. Voilà. Et encore une fois, c'est une question de responsabilité individuelle ou, pour des entrepreneurs, des responsabilités collectives, mais en tant qu'entrepreneur, comme SAP. Voilà. On en parlait un peu en off, et vous l'avez quand même dit, Arnaud, quand M. Klaus Mayer a demandé aux collaborateurs de passer aux voitures électriques, c'était une décision. Il n'a pas demandé.
Et maintenant, tout le monde est content, n'est-ce pas, Laure? Voilà, à un moment donné, on bascule avec sa conscience. Le tout, c'est vraiment que ce soit positif, que ce soit festif, les animations, bien sûr, et encore une fois, que ce soit abordable. C'est-à-dire, on peut presque repartir avec. Voilà, c'est un peu notre... Et bien entendu, on est intéressé, il y a une question, si vous pouvez passer le micro derrière, on est intéressé par toutes vos suggestions, vos envies de mettre en place sur Électrique Canet. On a vraiment un espace qui est assez magique parce qu'on peut vraiment jouer avec. Et on a la chance d'avoir la ville du Canet qui peut quand même faciliter énormément, éventuellement, le blocage de la rue pour faire les test drive devant. Et faire un tour où on peut avoir peut-être des sécurités spécifiques, un grand parking énorme, je vous dis, avec ce skatepark où on peut aussi jouer. Donc il y a plein de choses qu'on peut imaginer et on aimerait pouvoir les imaginer avec vous. Donc si vous avez des idées, si vous êtes intéressé, on ne cherche pas que des gens qui vont prendre des mètres carrés. Si vous avez d'autres idées aussi à nous suggérer, n'hésitez pas à le faire parce que c'est maintenant que ça se prépare. Vous savez, c'est dans 1 an, un peu moins. On sait le temps que ça prend à mettre en place un événement. Je peux vous dire que on est juste. On est vraiment limite, mais il faut travailler maintenant. Et ce n'est pas dans 6 mois qu'on pourra venir en disant « Ah tiens, je voudrais faire un truc là, c'est possible ?» Non, ça sera trop tard. Donc là, concrètement, on a jusqu'à avril pour véritablement finaliser l'ensemble des animations et des grands espaces qu'on va gérer. Donc on est vraiment preneur de vos idées et de vos suggestions, même si on en a, nous aussi, un petit peu. Une question Oui, bonjour. Donc, Julien Briciot, je suis directeur régional pour le constructeur Kia Motors. Et d'ailleurs, je tenais à vous saluer pour cette initiative parce qu'organiser une conférence de presse, simili-conférence de presse avec 1 an d'avance, ça permet justement à tout le monde de s'organiser, de faire ressortir les bonnes idées. C'est pas si courant dans le milieu de l'exposition, quelle qu'elle soit, électrique, notamment, que je connais un petit peu parce que j'ai accompagné Nissan depuis les débuts de la LIF. Et je profite justement aujourd'hui de la présence d'un certain nombre de représentants de la région, du département, pour poser la question de savoir si pour 2020, une aide, une subvention à l'achat des véhicules électriques est envisagée, est à l'ordre du jour pour la clientèle des particuliers, un petit peu comme ce qu'on a l'occasion de voir sur les Bouches-du-Rhône, avec l'aide de 5 000 € qui est fournie aux particuliers par le département. Alors, a priori, pour le département, ici, dans le 06, je n'ai pas entendu la possibilité. Peut-être que Patrick a eu une information sur le département. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu d'information qui m'a été remontée ici sur le département, comme la possibilité d'avoir des aides, effectivement. On se bagarre déjà, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, pour maintenir les aides de l'État au niveau des flottes et des bailleurs, puisque effectivement, ils sont en train de vouloir les réduire. Donc on a demandé à ce que ce soit maintenu au niveau et on a demandé effectivement la possibilité d'avoir des aides spécifiques aux gens par les différents moyens que j'ai énumérés. Et en l'occurrence, essayer d'apporter effectivement des aides complémentaires aussi aux particuliers pour leur permettre de passer sur ces nouveaux produits propres. C'est des demandes. Il faut savoir qu'on est très régulièrement au niveau du CNPA en relation avec l'État et les différents responsables du transport, des mobilités et autres au niveau de l'État. Tous ces éléments-là ont été posés sur la table. On le fait très régulièrement. On est en contact avec eux régulièrement et on leur a expliqué que pour trouver justement un équilibre et une équité au niveau demain et leur permettre en tout cas d'aller là où ils veulent aller, puisque l'État souhaite véritablement être très ambitieux sur la partie électromobilité, eh bien pour être ambitieux, de temps en temps, il faut savoir aussi mettre un peu d'argent pour donner l'envie. Et donc, on leur a expliqué que ce n'est pas en réduisant, mais bien au contraire, en apportant des aides complémentaires, autant aux professionnels qu'aux particuliers, qu'on pourra véritablement faire un vrai bond en avant pour essayer de développer ces données. Donc, on est complètement dans cette démarche-là. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas eu d'informations ni sur le département, ni au niveau national, sur la possibilité des propositions que le CNPA vient de faire. Alors après, on est un salon pour jouer un rôle et on est peut-être un véhicule qui peut inciter, même si aujourd'hui on n'existe pas et qu'on a des propositions encore d'exposants qui ne sont pas encore confirmées, mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous et nous aussi, en tant qu'organisateur de salon, c'est important que la ville du Canet et que la région s'investissent dans ce salon et des annonces à faire. Voilà. Donc, en tout cas, on sera moteur
Je ne dis pas qu'on va y arriver, hein. Avec nos petits moyens, on va essayer déjà de pousser pour qu'il soit fait un maximum de choses. Et je pense que c'est le moment, hein. 2020 est quand même l'année de la transition. Donc s'il n'y a pas des choses qui se passent et qui sont annoncées, ce serait rater un train, quoi. Pas simplement monter dans le Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, mais pour l'instant, ce sont surtout des choses qui portent sur une fiscalité assez punitive sur le marché du véhicule thermique, notamment pour les particuliers, ce qui représente quand même le plus gros marché. Et c'est vrai qu'on aimerait bien que le véhicule électrique soit encore plus mis en avant. Oui, bonjour, Pierre Sixou, Bureau d'études Polymage. Vous avez parlé beaucoup de la voiture, mais les questions que nous avons surtout, nous, sont sur les infrastructures. Est-ce que vous pourriez préciser plus ce que vous prévoyez là-dessus ? Alors les infrastructures, c'est véritablement l'industrie du bâtiment auquel vous faites référence, et l'industrie après de tout ce qui va être... qui est un peu au-delà de la mobilité, mais qui est quand même très, très concrètement, c'est sur les panneaux photovoltaïques, c'est sur le stockage de l'énergie et dans les maisons des particuliers et aussi dans des espèces de batteries justement qui sont en train d'être... Je pense que Tesla est très innovant en la matière aux États-Unis et qu'il y a des choses, j'espère, qui vont arriver et qui sont peut-être même déjà disponibles en France. Donc en effet, là, on fait une présentation où on parle beaucoup de véhicules. Mais au sein de la partie, quand vous visiterez, pour ceux qui veulent visiter, quand vous irez dans le gymnase, ce gymnase qui fait quand même 1000 m² est fait pour des stands qui ne sont pas que pour les véhicules. Donc on va bien entendu solliciter l'ensemble des acteurs qui permettent de recharger les voitures. Linky en est aussi un exemple, puisqu'ils peuvent être interconnectables avec le Smart Grid ou le X-Grid, je pense qu'on appelle ça maintenant. Vous voyez, on commence à s'y mettre vraiment, hein. Donc oui, c'est un élément important et on veut sensibiliser les syndics, on en a parlé tout à l'heure, donc on est en contact avec les responsables de l'industrie du bâtiment pour essayer de les faire participer et d'avoir des exposants qui viennent aussi parler de ces problématiques-là. Parce que c'est vrai que c'est aussi un enjeu pour la mobilité que de pouvoir accéder. Alors je sais qu'SAP Labs d'ailleurs, en termes de charge de batterie à la maison, ils accompagnent financièrement les salariés et ils ont un système de bornes connectées, un logiciel qui est en développement mais qui est déjà plutôt bien fonctionnel et qui leur permet de payer l'électricité pour leurs salariés quand ils rechargent leur véhicule professionnel. Chez eux. Chez eux. À distance. Donc on est déjà là dans le bâtiment particulier et il y a aussi le bâtiment et on veut également jouer un rôle au niveau des municipalités qui ont un rôle à jouer aussi là-dessus et donc ça fait partie intégrante. Donc je dirais qu'on aimerait qu'il y ait 50% pour les véhicules et 50% pour ce qui permet la recharge de cette mobilité. Juste rebondir sur cette... c'est vrai que les infrastructures et tout ce qui est... on a tous dans nos communes, des collectivités, des projets. Le Canet en a un de réaliser. Nous, sur Cannes-sur-Mer, on va créer un écoquartier. Donc, écoquartier dit quartier intelligent. Et c'est vrai que par rapport à l'espace, vous pouvez très bien imaginer d'avoir un espace qui soit un peu représentatif de ce que serait un écoquartier. Et ça permettrait à la fois aux collectivités ou aux visiteurs de venir voir en réel de comment ça se met en place en fait. On va travailler sur un électrique palestre. Voilà, j'ai lancé une idée. Hein. Après, s'il y a un tour à imaginer dans la région sur les choses qui sont faites, ça peut très bien se faire en parallèle du salon. D'aller voir effectivement les projets qui sont réalisés, notamment par les communes. À un moment donné, on pourra imaginer ça. Hein. Tous les visiteurs qui veulent venir voir nos installations, hein, sans aucun problème. Hein. Certains d'entre vous sont déjà venus. Hein. Vous doutez que... Et vous rechargez gratuitement. Je pense qu'on peut juste vous présenter une autre personne qui est parmi nous. Vous avez vu dans l'équipe, on est 4 pour le moment. Florian Martin qui a participé aux journées de l'AVEM et qui est un spécialiste technique de l'électrique et de l'IP, ce qui est
quelque part un peu lié, parce que dans la voiture, c'est quand même de l'Internet et de l'IP qui est aussi intégré. Et on a Corinne qui est avec nous, qui s'occupe du marketing et de la communication. Elle fait un petit coucou, Corinne. Elle est dans la communication, elle vous a accueilli. elle est timide. Voilà, elle vous a accueilli en bas et elle a le document qui est caché derrière ce QR code si certains sont intéressés en version papier. Puisqu'on est dans le digital, mais on aime bien quand même le papier toujours, même si on essaye de le limiter. C'est d'ailleurs imprimé en recto verso pour ceux qui... Alors, on a nos cartes de visite, Philippe et moi, qui sont là aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire la visite du lieu? Quels sont ceux qui veulent... Alors, en fait, moi, je vais rester ici pour ceux qui désirent parler un peu plus et pas visiter le lieu parce qu'ils le connaissent. Et Antonio va partir avec Barbara pour la visite du lieu. Et quels sont ceux qui veulent visiter? Voilà, pour avoir une idée, hein, c'est sans engagement. On a été un peu long et on vous remercie d'être restés tous jusqu'à la fin de cette présentation, ce qui prouve aussi, par le biais des échanges, l'intérêt qu'il y a. Et on espère apporter un maximum de réponses à vos problématiques dans les mois qui viennent, pour que d'ici 6 mois, on ait déjà calé 80% de cet événement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Merci à vous.